Enron à Wirecard, l'audit en question. Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hatchuel, professeur à Mines ParisTech, donc chronique dans le monde. D'Enron à Wirecard, l'audit en question. On va peut-être rappeler d'abord, quelques mots sur le cas Enron, quelques mots sur le cas Wirecard. Il y a 20 ans d'écart à peu près. Voilà. Mais si les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y a peut-être des leçons qu'il faudrait commencer à tirer quand même. Oui, alors c'était ça le sens de la chronique que j'ai proposée, qui partait d'un événement, avec la Covid. Si, il y a eu pas mal d'articles dans la presse, mais avec la Covid, c'était pas en première ligne. C'est la faillite début juin dernier de Wirecard. Wirecard, c'était, on peut dire, la coqueluche de la finance allemande, de la fintech allemande, qui depuis 10 ans avait développé dans le monde entier les paiements en ligne. Donc c'est vraiment le cœur de la fintech. Or, on apprend aux alentours de mars-avril, puis ça va se confirmer plus tard, on apprend que les comptes de Wirecard posent d'énormes problèmes et dont les dirigeants annonceront début juin qu'ils ne savent plus très bien où se trouve 1,5 milliard d'euros. Enfin bref, des choses absolument massives. Et alors, ce scandale, évidemment, pour les anciens comme moi, il évoque immédiatement, et c'est ça qui m'a semblé intéressant, Enron, le cas Enron. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de similaire ? La même chose du point de vue du contenu. D'abord, Enron, c'était une plateforme, un broker, comme on dit, un courtier en énergie. C'était très moderne à l'époque, c'était la dérégulation énergétique. Donc Enron invente, en fait, la vente de toutes les formes d'énergie possibles. Voilà, le trading d'énergie. Et explosion, comme pour Wirecard, croissance très rapide, entrée en bourse, coqueluche des marchés financiers qui voient l'emblème de ce qu'il faut faire, de la modernité financière. Et patatras, aux alentours de 2001-2002, même scénario, chute, les comptes étaient ni fidèles ni justes, et le scandale éclate. Alors, là, ça pose énormément de questions, ça pose des questions de management, ça pose des questions d'engouement des marchés financiers, mais il se trouve qu'il y a un acteur qui, lui, est immédiatement, je dirais, dans le collimateur. C'est tout simplement l'auditeur, qui en général sont des grandes entreprises, que ce soit Wirecard ou Enron, ils vont faire appel aux meilleurs, ce qu'on appelle les Big Four, donc on va les retrouver. Et là, dans l'affaire Enron, il y a 20 ans, évidemment, Arthur Andersen est immédiatement accusé de collusion, d'avoir participé à la falsification, et d'ailleurs il se saborde, avant même que tous les recours aux tribunaux se fassent pour changer de nom et s'appeler aujourd'hui Accenture, comme chacun sait. Mais donc, quand même, l'auditeur se trouve, je dirais, la cible immédiate des accusations, puisque c'est à lui qu'on demande en général de valider les comptes. Bon. Eh bien, on retrouve exactement la même chose sur Wirecard, 20 ans après, puisque c'est le même auditeur, Ernst & Young, qui a, en quelque sorte, garanti auprès des investisseurs et des autorités de régulation la justesse des comptes. Donc on peut tout de suite, évidemment, se dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui opère ? Et quand on regarde en détail, finalement, d'où est venue la fraude dans les deux cas, on voit une combinaison de deux processus. Un, l'innovation financière elle-même, c'est-à-dire le contenu des transactions est très difficile à apprécier et demande des estimations, des évaluations. Mais de l'autre, deuxième outil que vont utiliser les deux entreprises en question, c'est la multiplication des structures sociétaires, c'est-à-dire Enron a été jusqu'à créer jusqu'à 2500 filiales. Il en créait plusieurs centaines par jour. De la même façon, on observe chez Wirecard l'utilisation de filiales asiatiques complexes, opaques, avec des écheveaux très complexes des relations entre elles. Donc vous voyez que sur le papier, on a envie de dire, voilà, vous avez des auditeurs, ils sont là pour contrôler les comptes, mais de l'autre côté, le paradoxe, c'est que l'innovation financière et l'innovation juridique rend précisément l'évaluation des comptes très difficile, voire impossible. Donc, qu'en conclure ? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout de suite jeter la pierre, il faut attendre. Pourquoi ? Parce que
Arthur Andersen, on ne le sait pas assez, qui se saborde dans les années 2002, va être réhabilité en quelque sorte en 2005 par la Cour suprême des États-Unis, parce qu'en fait, il n'avait pas pu, on ne peut pas l'accuser de collusion, et il s'était trouvé lui-même dans l'impossibilité, étant donné la finesse, l'extraordinaire inventivité des fraudeurs, de constater. Et de l'autre côté, peut-être est-ce ce que défendra, je sais qu'aujourd'hui, Ernst Young défend cela. Il dit, je me suis trouvé devant quelque chose que je n'étais pas capable... Une sorte de monstre. Voilà, une sorte de monstre. Mais à ce moment-là, et c'est la morale que je suggère, ça consiste à dire, les grands auditeurs devraient changer la définition de leur responsabilité. Vis-à-vis de leurs clients, ils sont là pour dire si les comptes sont sincères et justes. Mais vis-à-vis de la société, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis des États, vis-à-vis des investisseurs, ils sont là aussi pour dire, écoutez, à partir de cette complexité-là, à partir du moment où vous avez tous ces jeux d'innovation juridique et financiers qui se combinent, notre métier devient impossible. Et au fond, c'est à eux de nous lancer une alerte, et cette alerte restaurera la confiance. Parce que ça revient à dire, écoutez, si vous voulez que des comptes soient contrôlables, alors il y a une certaine limite à établir dans la capacité à jouer du jeu financier et du jeu sociétaire, créer des tas de sociétés dans tous les sens. Sinon, notre métier devient impossible et donc de temps en temps, c'est nous qui allons, en quelque sorte, payer le prix et le plus fort de cette impossibilité. Bien sûr. Voilà mon message. Deuxième morale de cette histoire, peut-être, sur laquelle j'ai envie de vous entendre. Le cas Enron nous donne le Sarbanes-Oxley Act. Donc précisément j'avais entendu un jour le sénateur Oxley qui disait pourquoi il fallait le SOX Act pour restaurer la confiance. Donc précisément ce que vous venez de dire, mais avec un parti pris très anglo-saxon qui est il faut rassurer l'investisseur, donc l'actionnaire. Voilà, la fiabilité de l'information et donc pouvait être qu'un problème de conflit d'intérêts quelque part. Est-ce que là, ce que vous nous proposez, c'est pas un schéma européen? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un SOX Act européen qui reposerait sur d'autres préceptes, sur une autre vision? Évidemment, j'ai en tête la loi Pacte, j'ai en tête l'entreprise à mission, les comités de parties prenantes. Voilà. Est-ce que c'est pas... Oui, est-ce que vous nous armez pas intellectuellement pour faire ça? En tout cas, je ne sais pas si j'arrive à armer, mais en tout cas, j'adhère à cette position-là. Je pense que l'école, je dirais, l'école traditionnelle consiste à dire, il va falloir en quelque sorte renforcer les contrôles, tandis que je dirais que la position que moi je suggère consiste à dire, non, il va falloir à un moment donné que collectivement nous choisissions entre laisser jouer des formes de fonctionnement incontrôlables, ce qui met finalement les auditeurs en situation d'impossibilité ou de faire semblant, ce qui est pire, de contrôler. Et dans cette affaire, il me semble que je défends aussi bien les actionnaires, parce que les malheureux actionnaires, là... sont spoliés de la même façon. Voilà, mais que l'ensemble de la place financière, qui, finalement, si la FinTech et le jeu des avocats d'affaires consiste à rendre les comptes non comptables, si je puis dire, ils ont en quelque sorte scié la branche sur laquelle ils sont assis. Merci infiniment pour cet éclairage. Donc d'Enron à Wirecard, l'audit en question. Merci Armand.